Nous sommes le jeudi 19 novembre et vous écoutez le 7e épisode du podcast Faut pas pousser les ISO. Vous écoutez Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la photo de faune sauvage et nous rendre compte qu'il n'est pas forcément nécessaire de traverser la planète pour réussir à capturer des images extraordinaires d'animaux dans leur environnement naturel. Salut Benjamin. Salut Arthur. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi d'être là avec toi en studio. On commence à prendre le rythme au bout de cet épisode-là. Ça commence à bien prendre. C'est chouette. C'est chouette. Bah ouais, c'est chouette. Bon, c'est toujours un peu des conditions d'enregistrement spéciales. On est tous les deux en studio. Nos invités sont à distance, en visio, comme on dit maintenant. Mais je suis très content parce que cette semaine, on a un très beau plateau. Ah vas-y, qui est là ? Alors, on accueille deux photographes. La première est une femme, elle s'appelle Myriam Dupuis. Bonjour à toi, Myriam. Bonjour à tous les deux. Alors, tu te définis comme une photographe d'art et de nature. Tu es indépendante et parallèlement à tes activités de photographe, tu es aussi formatrice et tu travailles entre autres pour la Nikon School ou Studio Jiminy. On m'a posé la question tout récemment. En fait, on a fait un amalgame. On m'a dit tout récemment, elle se définit comme une photographe artistique. C'est pas du tout le cas. C'est juste que dans ma profession, si j'utilise le terme art et nature, c'est parce que je suis amenée très souvent à travailler pour des chefs cuisiniers, des pâtissiers, donc en art culinaire, ou pour des artisans. Et en fait, c'était le terme que j'ai trouvé le plus générique pour englober tout ce que je faisais. Ça marche. Et avec toi, on a aussi le plaisir d'accueillir Patrice Aguilar. Bonjour à toi Patrice, tu es photographe indépendant, tu es basé en Provence et tu gères la société Pixtera. Bonjour, bienvenue, merci. Et un peu plus tard dans l'émission, on aura aussi le plaisir de discuter par téléphone avec Bruno Dubras, qui est journaliste et chef de rubrique pour le magazine Images et Nature. Voilà, les présentations sont faites. On commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Olympus présente sa nouvelle et peut-être dernière optique pour son système hybride micro 4 tiers. Leica décline son célèbre Compact Expert 24-36 en version noir et blanc. Le Festival de Montier-en-Der propose un événement en ligne et nous découvrirons les lauréats du prix IP. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Pour son dernier tour de piste, Olympus voit les choses en grand et lance une optique d'exception. Il s'agit d'un zoom 150-400 mm f4.5 constant, équivalent donc à un 300-800 mm. Particularité, il intègre un convertisseur de focale de 1,25 fois qui permet donc d'obtenir un équivalent 1000 mm. Micro 4 tiers oblige, cet objectif est donc particulièrement léger et compact. Comptez moins de 2 kg sur la balance et une longueur d'à peine plus de 30 cm. Il est aussi naturellement équipé d'une stabilisation optique qui pourra donc bénéficier de la double stabilisation avec un gain annoncé de 8 IL. Nous avons d'ailleurs rencontré le photographe Léo Gaiola qui a déjà utilisé l'objectif sur le terrain. Il nous livre ses premières impressions sur la stabilisation. La double stable, je l'avais déjà testée sur une autre optique Olympus. Je la trouvais déjà exceptionnelle. Et là, avec une optique comme celle-là, équivalent 800 mm et 1000 mm, j'ai trouvé que c'était encore le top du top pour tout photographe. Donc je suis très satisfait de cette double stab qui permet à la fois de faire des photos à main levée à basse vitesse et de faire de la vidéo à main levée aussi que je pratique assez souvent. Suivant les sujets, normalement je descends quand vraiment j'ai pas de lumière à 1/100, voire un petit peu moins. Je peux descendre à un 80e, un 50e quand il n'y a vraiment pas de lumière, tôt le matin pour pas monter trop en ISO si le sujet bouge pas. Et c'est vrai que j'ai fait des tests du coup sur un sujet que j'affectionne près de chez moi, le simple plongeur, pour ceux qui connaissent. J'ai utilisé une focale de 800 et 1200 mm équivalent. Et donc là, je suis descendu à 1/10, voire 1/8 de seconde en étant assis et un petit peu posé sur mes genoux. L'Olympus M Zuiko ED 150-400 mm f4.5 TC 1,25 x IS Pro. Tes souhaits.
sera disponible début 2021 et proposé à un tarif compris tout de même entre 7 000 et 8 000 euros. Leica vient de lancer la version monochrome de son compact expert 24-36 mm, le Q2 monochrome. Il reprend toute la fiche technique du Q2 et exploite donc un nouveau capteur CMOS sans matrice de Bayer de près de 47,3 millions de pixels. Pour le reste, on retrouve entre autres en optique la focale fixe grand angle 28 mm f1.7 et la présence d'un viseur électronique OLED. L'appareil peut aligner 10 images par seconde en rafale et propose un mode vidéo 4K à 30 images par seconde. Le Leica Q2 monochrome est proposé au prix de 5 590 euros. Le Festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der organise un événement digital intitulé Balade virtuelle et offre gratuitement un cycle de conférences et d'expériences au public. Nous avons interrogé Christophe Pereira, le directeur du festival, qui nous présente en détail l'événement. Alors, donc l'événement Balade virtuelle se déroulera du 14 novembre jusqu'à la mi-décembre et donc consistera à proposer de façon virtuelle des rendez-vous qui étaient prévus également lors du festival et de la balade automnale qui ne peuvent pas se tenir pour les raisons que l'on connaît. Et donc, ça va consister en plusieurs webinaires successivement, webinaires et conférences. Donc au nombre de 5 et puis avec également une valorisation du concours photo de cette année de Montier et également Canon qui s'est joint au projet pour pouvoir mettre en avant une galerie de photos. Donc ce sera un musée virtuel proposé par Canon de 18 photographes qui ont déjà été présents lors de nos précédentes éditions et qui seront présents également pour l'édition 2021 qui est le festival reporté de cette année qui n'a pas pu se tenir. Balade virtuelle, c'est du 14 novembre au 15 décembre, c'est sur inscription et c'est totalement gratuit. Et pour terminer, les lauréats du prix IP 2020 du livre photographique francophone viennent d'être dévoilés. Cette année, il y avait 272 ouvrages édités ou auto-édités en compétition. Le jury composé de 10 professionnels dont par exemple Sylvie Hugues, Marion Isselin, Agnès Grégoire, Brigitte Patient ou encore Laurent Baheux ont sélectionné pas moins de 12 lauréats dans différentes catégories. Le livre de l'année est décerné à l'ouvrage André Cartès, Marcher dans l'image de Cédric de Veilly aux éditions André Frères. Alors moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Un équivalent 400 1000 mm, est-ce que c'est pas un peu le rêve pour un photographe animalier ? Si, c'est vrai. Il y a toujours des choses dont on rêve, c'est se rapprocher sans causer de dérangement. Et là, pour le coup, ça ouvre quand même pas mal de perspectives. T'avais l'air impressionné, Myriam, par la stabilisation, par le commentaire de Léo, quand il a parlé de la stab et de ce qu'il arrivait à faire. Oui, posé sur ses genoux, combien il a dit, 1/10? Sur le cingle plongeur, qui est un des oiseaux les plus bougeants qui soit. Chapeau, hein, je dis non. Là, il doit y avoir un petit peu du photographe aussi quand même qui joue. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le festival de Montier-en-Der ? Moi, c'est une longue histoire puisque j'ai commencé, mon premier festival, j'ai fait en 96. Donc, c'était même pas un festival, c'était un salon à l'époque. Et j'avais découvert ça grâce à Pascal Bourguignon, que j'avais rencontré au festival de Minigout et qui m'avait dit, donc là, on était en octobre 94, et il m'avait dit, tiens, toi qui aimes la photo animalière, tu devrais venir à Montier-en-Der. Cette année, on fait un salon de la photo. Alors, je lui avais dit, mais alors, Montier-en-Der, c'est où? Moi, en étant sur Marseille, à côté de Marseille, je dis ça fait quand même assez loin. Et il m'a dit oui, c'est à côté de Saint-Dizier, Troyes, enfin, par là-bas, Haute-Marne. Bon, j'ai dit on va aller voir, on va voir ce que ça donne. Et puis depuis, j'y suis allé chaque année. J'en ai pas raté un seul. Toi aussi, Myriam, c'est un rendez-vous incontournable pour toi ? Toujours le même qui recrute les copains. Hein. Non, c'est effectivement, c'est Pascal Bourguignon, moi, qui m'a présenté le festival aussi. Et depuis que je le connais, c'est vrai que c'est super parce que il y a une ambiance très particulière. Puis c'est au moment où on a la migration des grues, donc pour des photographes animaliers, c'est quand même quelque chose de spécial. C'est un tout en fait, c'est retrouver tout le monde, découvrir de nouvelles images et travaux des autres. Et puis non, c'est vrai que c'est particulier de se dire que cette année, il n'y en a pas vraiment, parce que c'est une formule différente. Ils ont quand même su rebondir et proposer des choses.
Mais ouais, c'est un petit serment au cœur. Moi, l'année dernière, j'y étais. Facebook me le rappelle là tous les jours en ce moment, toutes les publics de l'année dernière. Donc c'est assez, ouais, c'est assez étrange. Benjamin, est-ce que tu as d'autres points de l'actualité que tu aimerais évoquer ? Oui, moi je vais citer l'ouverture des inscriptions au concours du Vincennes Image Festival, dont la prochaine édition aura lieu normalement, si tout va bien, d'ici là, en mai 2021, dont on est partenaire. Et donc l'inscription est officiellement ouverte autour de la thématique « La joie étant tout, il faut savoir l'extraire ». Bon, bah c'est le moment de ta story, Benjamin. Cette semaine, tu nous emmènes en Afrique et en Arctique à la découverte d'expositions spéciales confinement. C'est Sigma qui, cette semaine, vous présente la story de Benjamin. Puisque nous sommes encore nombreux à devoir rester à la maison, je propose une exposition virtuelle composée d'images réalisées en Afrique ces 18 dernières années. En publiant ce tweet, au mois de mai, Laurent Baheux nous conviait à une exposition sur la toile, histoire de tisser un lien avec la nature depuis nos vies en semi-liberté. Rebelote cet automne à la faveur du reconfinement. Jusqu'au 20 décembre, le photographe ouvre à nouveau les portes de sa galerie en ligne et propose d'autres événements. On déambule le long des murs, de préférence en plein écran, aiguillé par les flèches de son clavier. Des textes hétéroclites, signés La Fontaine, Boris Vian, Eddie Mitchell ou extraits de la série Kaamelott, sur des notes de jazz, nous renseignent sur l'origine d'expressions courantes de la langue française. Pleurer des larmes de crocodile, la part du lion, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, faire la politique de l'autruche. Thématique de l'expo, quand l'animal inspire la langue. Pertinent prétexte pour admirer ces créatures à l'état sauvage, photographiées dans la savane ou sur la banquise, en noir et blanc, généreusement contrastées. La patte de Laurent Baheux. Derrière les sourires et la tendresse suscitée par ces images, le photographe Poitevin, qui se définit comme un animaliste, nous interpelle sur notre rapport à la nature et aux animaux, dont nous sommes majoritairement coupés, selon lui. Cela saute aux yeux dans une autre expo intitulée « Je ne suis pas ce que l'on dit » ou « Fait de moi », également accessible. Cette initiative rappelle que la photographie constitue un langage à part entière et un puissant outil pédagogique. Alors Benjamin, si j'ai bien compris, il s'agit d'une exposition virtuelle ? Alors, il y a plusieurs expos à voir sur le site de Laurent Baheux directement. Donc c'est une vraie scénographie virtuelle. On affiche en plein écran dans son navigateur l'image et on déambule, littéralement les flèches de son clavier, on déambule le long de l'exposition, on lit les textes, on s'imprègne des images, on peut regarder ça en famille. C'est ludique, c'est très pédagogique. Il y a toujours un message derrière. Baheux est quelqu'un d'assez engagé, militant même. Hein. Il a fait un superbe ouvrage Ice is Black aussi sur le réchauffement climatique en Arctique. Et c'est une très belle initiative à regarder en attendant de pouvoir retourner dans les galeries dans la vraie vie. C'est intéressant ça comme dispositif. Il faudra voir aussi d'ailleurs ce que ça donne l'exposition virtuelle de Canon là, à Montier. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans des expériences d'immersion digitale comme ça pour voir de la photo qui vont bien entendu au-delà d'un simple diaporama sur une page web, quoi. Vous deux, ça vous parle des événements comme ça ? Nous, c'est quelque chose qu'on a préparé, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Il y a un très, très bon informaticien, donc ça prend du temps. Ben moi, je l'ai fait j'ai été contacté par Roch Laurent et donc de Canon et qui m'a dit justement qu'ils allaient faire cet événement là pour Montier-en-Der. Et donc, il m'a proposé de participer avec l'exposition que j'avais fait en 2017 sur les chevaux en noir et blanc. Bon bah écoute, merci Benjamin pour cette nouvelle fois une belle découverte sur le travail de Laurent Baheux et son expérience digitale pour découvrir ses expositions. Je vous propose qu'on fasse une toute petite respiration et on revient dans quelques instants après une publicité. C'est le moment de prendre son temps et de développer sa créativité avec Nikon. Vivez votre passion et créez avec audace. Bénéficiez actuellement d'une offre de remise immédiate allant jusqu'à 400 € sur les appareils photo et optiques Nikon. Profitez-en pour découvrir la nouvelle gamme hybride Nikon Z et les avantages de la monture Z, la plus large au monde. Rendez-vous chez votre revendeur photo ou sur nikon.fr pour tout renseignement. Promotion valable jusqu'au 10 janvier 2021. Nikon, capturez le monde de demain.
Nous sommes de retour sur Faut pas pousser les ISO avec les photographes Myriam Dupuis et Patrice Aguilar. Je vous rappelle le sujet principal de cette émission. On s'intéresse à la photo animalière, à la photo de faune sauvage et on va essayer un peu de prendre conscience en tout cas qu'il n'est pas forcément obligatoire de traverser toute la planète pour pouvoir réussir à photographier des animaux sauvages dans leur environnement naturel. Moi, j'ai une première question à vous poser à tous les deux. Qu'est-ce qui fascine tant dans la photo animalière? Peut-être Myriam, tu peux commencer. Ouais, c'est vache de commencer par une question comme ça. Je pense que ça vient du fait que dans nos vies, à l'heure actuelle, on a tendance à oublier ce qui se passe autour de nous dans la nature. On n'a plus le temps, on ne prend pas le temps de se consacrer à la nature, de voir ce qui se passe. Et effectivement, voir les photos des professionnels ou des amateurs qui, eux, prennent le temps d'aller voir cette nature, d'aller étudier les animaux, c'est assez magique quelque part, parce qu'on se rend compte de ce qu'il peut y avoir juste à côté, de toute cette diversité, de cette richesse. Et du coup, c'est quelque chose qui émerveille les gens, qui les amène à réfléchir, qui leur donne envie. Je pense que ça vient un petit peu de là. Et toi, Patrice, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense qu'il y a aussi un petit côté, pour les gens en général qui connaissent pas trop, il y a un petit côté inaccessibilité vis-à-vis de la faune. Parce qu'il faut pas oublier qu'avant d'être photographe, il faut quand même être au courant de ce qu'on va photographier. C'est-à-dire, il y a selon l'espèce, il y a quand même un gros travail de recherche, d'observation, de connaissance des espèces, du milieu. Et tout ça, c'est quand même du travail qu'on fait en amont. Hein. Quand on décide d'aller photographier telle ou telle espèce, on part pas comme ça avec l'appareil photo et puis on va faire une expo, quoi. Ça se fait pas comme ça. Il faut prendre du temps, il faut se renseigner. Alors maintenant qu'Internet, c'est quand même beaucoup plus facile, on peut rechercher tout ça. Et après, il y a beaucoup de travail, des heures de travail sur le terrain avec une paire de jumelles et puis essayer de voir la biologie des espèces, comment ils vont, le comportement, où c'est qu'on a de plus de chances de les trouver, à quelle période, quel moment de la journée. Et ça, les gens, je pense qu'ils sont pas. S'ils essayent de faire des photos par eux-mêmes, il y a des chances qu'ils rentrent bredouille, alors une fois ou deux, et puis ça va un peu les décourager, quoi. Parce qu'il y a quand même aussi c'est le côté patience, quoi. Dans la photo animalière, il y a beaucoup de patience, quoi. Il y a des heures d'affût même de balade, et on rentre souvent bredouille, quoi. Et comment vous définiriez tous les deux votre démarche? On a entendu Laurent Baheux on a parlé de Laurent Baheux qui se définit comme un animaliste. Là, on parle d'animalier, on parle de nature. Vous êtes quoi? Photographe de nature, photographe animalier? Quel message vous voulez faire passer aussi dans votre travail? Bon, moi, je dirais plutôt de nature, puisque je fais autant de l'animalier que du paysage, dans la mesure où j'aime bien, quand je photographie une espèce, j'aime bien aussi montrer le milieu, le biotope dans lequel elle vit, et pas me limiter à des gros plans ou même des belles images d'animaux, mais au bout d'un moment, ça lasse un peu. C'est bien de pouvoir raconter une histoire en photographiant l'animal dans différents comportements, et puis surtout dans son milieu, voir si c'est dans un désert, si c'est dans une forêt, voilà. Toi, Myriam, on a parlé de photo artistique aussi. Comment tu définirais ton approche? Alors, comme Patrice, de nature, parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter à de l'animalier exclusivement, mais surtout, mon approche, j'ai besoin de raconter. J'ai besoin de raconter, j'ai besoin de m'investir, et à travers ce que je photographie, voilà, je vais raconter des histoires, ou parfois je vais avoir un côté très engagé aussi, un petit peu brutal de temps en temps. Mais pour moi, c'est une façon de m'exprimer. Qu'est-ce que tu veux dire par brutal? Parce que la nature n'est pas toujours faite de choses belles ou heureuses, malheureusement, et c'est quelque chose qui est aussi très important de retranscrire, et dont il est important de parler. Moi, c'est quelque chose qui m'importe énormément, toujours. Il y a aussi un truc, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, on disait on fait des photos, on montre le beau pour sensibiliser le public, les gens. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça suffit plus. Il faut s'engager un petit peu, il y a une certaine part de militantisme à avoir. Parce que montrer le beau, on se rend compte que ça suffit pas, ça fait pas bouger les choses, quoi. Donc, il faut, comme on dit, un peu rentrer dans le lard, et puis essayer de faire plus de bruit avec autre chose que le beau, quoi, que la beauté de la nature. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet maintenant, quel type d'animaux sauvages on peut trouver
est photographié en France? Pouh, des tas, c'est très riche la France. Et puis chaque région a ses trésors, donc beaucoup de choses. Et puis souvent, on s'imagine rentrer dans la photo animalière quand on est débutant par des grosses bestioles, hein, mammifères, etc. Et ça, c'est peut-être une erreur parce que ça va pas vous permettre de poser les bases. Tu parlais tout à l'heure du temps qu'il faut passer pour s'intéresser justement à une espèce, à un biotope. Et moi, j'ai tendance à penser que la meilleure solution, c'est d'orbiter autour de chez soi et de regarder déjà ce qui s'y passe, ce qu'on peut voir. Et on imagine souvent difficilement la quantité d'espèces que l'on a dans un tout petit périmètre autour de chez soi. Et ça, c'est intéressant déjà d'être capable de déceler ce qu'il y a. Là, par exemple, on est confiné à l'heure où on parle. Bon, même si c'est un confinement dont on peut débattre, mais pour les gens qui auraient un jardin, pour les gens qui accéderaient à des forêts, qu'est-ce qu'on peut en ce moment photographier et est-ce qu'on peut faire de l'affût dans son jardin, par exemple? Ah oui, c'est assez facile, ouais, notamment avec, si on a un petit jardin. Moi, j'ai une petite mare là que je m'étais amusé à faire pour ma fille. Ah bah, rien que là, il y a plein d'oiseaux qui viennent boire et j'ai des souris, des rats qui viennent faire un tour aussi. Il y a déjà dans son jardin, la nature commence dans son jardin, hein, il y a pas besoin d'aller très loin. Donc, comme on disait tout à l'heure, il suffit simplement de connaître, donc de s'informer sur quels animaux peut-on trouver, dans tel ou tel endroit et puis ça commence dans son jardin tout simplement. Ah oui, si on a la chance d'avoir un jardin, on peut déjà y passer quasiment tout son temps. Voilà, vous avez les hérissons, les oiseaux, les passereaux, puis après il y a tout ce qui est insectes aussi qu'on a encore en cette saison. Donc il y a vraiment une richesse infinie parce qu'un jardin, mine de rien, c'est vraiment un biotope très particulier avec différents espaces. Vous avez les haies, vous avez des souches en décomposition, vous avez de l'herbe, vous avez vraiment plein de choses. Et au niveau nature, c'est extrêmement riche. Alors, on parlait tout à l'heure, enfin particulièrement toi Myriam, de Montier et notamment de la synchronisation du festival avec la migration des grues cendrées. Patrice, moi je connais un petit peu la Camargue et notamment certains parcs ornithologiques comme Ascamandre ou le Pont de Gau. Est-ce qu'il y a comme ça des occasions ou des endroits où on peut limite prendre un rendez-vous avec les animaux sauvages et pouvoir, entre guillemets, peut-être un peu plus facilement les approcher et les photographier? Oui, il y a le brame du cerf aussi, vrai rituel des photographes animaliers en France. Enfin, voilà. Oui, bah, là, moi, pour cet exemple-là, ça serait le parc de Pont de Gau qui est un exemple, qui est marquant parce que c'est un endroit où on peut photographier des flamants roses notamment, très facilement et de très près et c'est des animaux qui sont sauvages, c'est-à-dire qu'ils peuvent repartir, ils sont simplement, habitués à voir l'homme puisqu'ils sont nourris, mais en fait, après ces animaux-là, si on les revoit les mêmes animaux dans un autre endroit du parc, enfin pas du parc ornitho, mais du parc de Camargue, ça ne sera pas du tout la même chose parce qu'ils vont maintenir une distance de sécurité d'une centaine de mètres et là, on ne pourra pas les photographier aussi facilement que dans le parc. Donc là, je dirais que c'est un aménagement qui dérange pas la faune, mais qui en plus permet aux gens de pouvoir voir les animaux beaucoup plus facilement et pour les photographes animaliers, bien évidemment, de faire des photos, très facilement. Toi, Myriam, est-ce que tu as des lieux, des rendez-vous de prédilection? Pas vraiment, je suis plus en nature ouverte. Maintenant, si je devais amener des stagiaires ou des gens pour justement heu, prendre connaissance de ce que c'est, je trouve que c'est des endroits privilégiés parce qu'ils ne déclenchent pas de frustration. Et la frustration chez des photographes débutants génère beaucoup de problèmes éthiques souvent. Donc c'est des endroits qui, à mon avis, surtout en ornitho, c'est des parcs qu'on trouve principalement ornitho. Il y a plusieurs endroits comme ça en France où on a justement des facilités au niveau approche et observation. C'est des endroits qu'il faut savourer. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile avec des mammifères, tout simplement parce qu'ils se comportent pas de la même façon. Sauf peut-être les cerfs, puisqu'il y a plusieurs endroits en France effectivement où on peut approcher le cerf. Il y a Chambord, il y a le parc de Rambouillet où on peut arriver à avoir une proximité avec ces grands mammifères. Et effectivement pour avoir les connaissances, les bases
les choses qui nous permettront derrière d'avoir une attitude responsable, c'est pas mal d'y aller dans ces endroits-là. Là, on touche un point important, donc apprendre de ces espèces qu'on photographie. Patrice, tu l'as évoqué tout à l'heure, la connaissance, savoir un petit peu ce qu'on va photographier. Quelles sont vos sources? Comment vous vous renseignez en amont avant d'aller sur le terrain? Non, moi, il y a un gros travail de terrain avant de savoir à peu près les espèces, où les voir et quand les voir. Après, on peut peaufiner. Bon, maintenant, avec Internet, c'est une mine d'or, donc on peut chercher ce qu'on veut. On peut aussi aller dans des forums. Il y a des forums animaliers, de photos animalières, où on peut discuter avec d'autres personnes et leur demander des conseils sur telle ou telle espèce. Est-ce que c'est possible de la voir à tel endroit? Et puis donc de s'aménager comme ça, une sorte de carnet de route. Tu as des sites ou des applis à recommander? Ornithopédia, oui. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal d'observations qui sont reportées. Et donc, ça permet de savoir telle espèce elle est à tel endroit. Donc, bon, ça permet d'avancer un peu le travail, quoi, si on veut aller la photographier. Pour tous les deux, quelle est la part d'observation dans votre travail avant de passer à la prise de vue? Tu parlais des jumelles tout à l'heure. Quelle importance à l'observation? 99% du C'est temps. primordial, oui, c'est primordial. C'est pas 99, mais 90, ouais. Une fois qu'on connaît l'espèce, on sait où c'est qu'elle va passer, où c'est qu'elle va se poser. Un rocher fianté, par exemple, on sait très bien que l'oiseau a l'habitude de se poser là. Donc après, il suffit d'organiser son affût par rapport à ça, par rapport à la lumière aussi, par rapport au dérangement, parce que c'est bien beau de faire un affût, mais il faut aussi faire gaffe de pas tout massacrer à côté, pas couper un arbre parce qu'il nous gêne. Il faut toujours essayer de se contenter de ce qu'on peut trouver et d'aménager le milieu, de pas l'aménager justement, de se l'approprier. Non, parce que bon, j'avais entendu des histoires comme ça de personnes qui avaient coupé les cimes des arbres pour faire un affût au sommet de là pour photographier je crois que c'était des circaètes. Bon, voilà, là c'est plus de la photo animalière, là on est carrément dans le n'importe quoi. Et il faut aller jusqu'à se fondre dans le paysage, mettre du camouflage, des choses comme ça. Vous allez jusque-là Ah bah oui. On fait difficilement autrement, mais tu demandais tout à l'heure comment on faisait. Donc, Patrice, il disait Internet. Moi, je lis beaucoup aussi. Il y a des très vieux livres qui sont très, très intéressants parce que, mine de rien, la nature évolue, mais elle évolue doucement. Donc, il y a des livres d'ornitho. Moi, j'aime beaucoup Paul Géroudet, des choses que je lis avec plaisir et vraiment comme un roman et qui m'ont moi, beaucoup aidée. Donc, j'ai une grosse bibliothèque. Je lis pas mal. Mais effectivement, ça demande des heures de lecture, des heures de renseignement. Il existe des applis à l'heure actuelle, mais ça remplace pas un travail sur le terrain d'observation, effectivement, d'affût. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour arriver à avoir des rencontres ensuite. Et bah, du coup, ça me permet d'enchaîner sur la question d'après. Qu'est-ce que vous mettez dans votre sac quand vous partez en photographie terrain? Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai 2 boîtiers photo. En général, il y a un boîtier, ce qu'on va dire transstandard, pour faire du paysage ou des choses un peu standard. Et après, j'ai un autre boîtier avec un téléobjectif qui est monté dessus. En général, j'ai toujours le téléobjectif. Alors, si c'est de la balade, on va dire, j'ai toujours le téléobjectif à la main, de façon à ce que s'il y a un animal qui surgit, être prêt à faire la photo. Parce que si c'est un paysage ou un sujet qui est statique, à la limite, on a le temps. Voilà, donc en général, j'ai 2 boîtiers, 2 objectifs. J'ai peut-être un grand angle encore en plus dans le sac. Voilà, quand je suis sur le terrain, j'ai ça, plus une paire de jumelles. Oui, c'est ça en termes d'accessoires. Il y a les jumelles, il y a d'autres choses, des chiffons un petit peu pour nettoyer. Enfin, qu'est-ce que tu emportes avec toi? Dans la nature, pas trop. Alors les chiffons, je fais beaucoup de photos de chevaux en Camargue notamment. Et là, par contre, oui, là, on protège le matériel parce on a des waders, on est dans l'eau. Et donc là, on a des éclaboussures. Les de la waders, boue, tu de expliques l'eau. aux gens qui savent peut-être pas ce que c'est. Les waders, c'est des bottes en fait qui montent jusqu'à la poitrine. C'est des bottes de pêcheur. Ça permet de faire des photos les pieds dans l'eau et de pouvoir même se mettre à genoux, s'asseoir, s'allonger dans l'eau. Enfin, en fait, c'est un peu, ça permet de tous les cadrages, quoi. Et toi, Myriam? Ben, j'ai un peu la même chose, hein, sauf que moi, j'ai qu'un boîtier. Parce que je suis une faible femme. Non.
J'ai qu'un boîtier, par contre, j'ai le télé qui est monté dessus systématiquement aussi pour à peu près les mêmes raisons. Tout simplement parce que le reste, quand on s'attaque à la macro ou à du paysage, c'est quelque chose qu'on va choisir, qu'on va pouvoir prendre le temps de monter et d'installer, alors que l'animalier, ça peut être un petit peu moins prévisible. Ensuite, au niveau matériel, j'ai toujours un couteau, moi, dans mon sac, voire 3. J'ai des biscuits et une gourde. Quand je pars longtemps. Et si j'oublie mes biscuits et ma gourde, j'ai non seulement soif, mais j'ai aussi très faim. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose que je conseille aux gens qui partent, un petit peu comme quand on part en rando, il y a des choses qui sont pas purement photographiques et auxquelles il faut penser. On me dit d'avoir un sifflet aussi en montagne. Tu viens de parler de macro aussi. Est-ce que vous avez des optiques macro parfois? Et quel genre de téléobjectif vous privilégiez? Des zooms ou est-ce que vous utilisez aussi des focales fixes? Moi, j'ai un objectif macro, donc c'est le Nikkor, le 105 mm. C'est celui que j'utilise en focale fixe. Mon téléobjectif, par contre, j'ai pas de focale fixe. J'utilise le 200-500 de chez Nikon, que j'aime énormément, tout simplement parce que pas tant par... je suis souvent à 500 mm, ça, il faut que je l'avoue. Par contre, il est léger. Il est pointu, il est efficace et il est léger. Et ça, chez moi, c'est un énorme confort que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai testé pour Nikon récemment le 500 à lentille Fresnel. Dès que le banquier me le permet, je pense que je troque le 200-500 pour celui-là parce qu'il est extrêmement léger et il est formidable. C'est vraiment un outil formidable. Et toi, Patrice? Donc moi, j'ai le 100 macro. Je suis chez Canon, moi. Donc, comme ça, il y aura un de chaque. J'ai le 100 macro. Alors, moi, bien que je fasse pas, je suis pas vraiment spécialisé dans la macro. Je fais plus ce qu'on appelle de la proxy photo. Mais bon, ça peut être intéressant, notamment des fois sur des lichens ou sur des détails un petit peu comme ça, là, quand on a le temps, sur des troncs d'arbres. Après, j'ai un 100-400 que j'utilise énormément parce que justement, le côté pratique, le côté légèreté. Et après, j'ai un 500 f4 aussi que j'utilise plutôt quand je suis en affût ou sur des sujets qui sont vraiment, je sais que ça va être difficile, qu'on ne pourra pas s'approcher. Donc à ce moment-là, j'utilise plutôt le 500. Mais c'est vrai que le 100-400, là, la version 2 de chez Canon, c'est vraiment un très très bon objectif qui allie la légèreté et le changement de focale de 100 à 400, c'est intéressant. Alors, je vous propose qu'on téléphone à Bruno Dubrac, qui est journaliste, chef de rubrique au magazine Images et Nature, pour qu'on discute un peu avec lui de quel type de configuration on pourrait proposer à un amateur ou un débutant qui aurait envie de se lancer dans la photo animalière. On l'appelle tout de suite. Oui. Bonjour Bruno, c'est Arthur pour Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu? Ah, salut Arthur. Ça va pas mal, merci. Eh ben, écoute, merci à toi de nous accorder quelques minutes. On est autour de la table virtuellement, si je puis dire, avec Patrice, Myriam et Benjamin. Et on se demandait un peu quelle serait une configuration matos qu'on pourrait proposer à un amateur ou un passionné qui aimerait se lancer un peu dans la photo animalière. Eh ben, bonjour à tous d'abord. Je dirais de bien regarder les choses parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup dans ce domaine des équipements qui sont bien adaptés à la prise de vue animalière et photo nature en général. Et c'est vrai que la tendance est à s'orienter vers les nouvelles technologies qui sont représentées par les appareils récents qu'on appelle ces hybrides, hein, voilà. Et notamment avec des annonces récentes qui ont été faites par des grands fabricants et par beaucoup de fabricants en général. Notamment dans ce domaine du potentiel des gros téléobjectifs, qui sont quand même, on le sait, l'équipement de base. Et alors, j'aurais tendance à dire, il y a deux types d'équipements, hein, pour faire assez vite, il y a deux types d'équipements. Il y a ce qu'on appelle le réflexe, qui jusqu'à il y a quelques années était pratiquement incontournable pour ce genre de thème photo, puisqu'il donnait accès aux longues focales. Et puis maintenant, il y a ces fameux hybrides, notamment les hybrides plein format, mais il y a aussi d'autres modèles qui ne sont pas forcément des pleins formats, qui, eux, ont l'avantage de bénéficier de nouvelles technologies, et notamment de nouvelles technologies qui sont adaptées aux optiques. Donc, pour quelqu'un qui est déjà un peu équipé en réflexe, par exemple, j'aurais tendance à lui dire de regarder
dans la marque qu'il a ou dans les opticiens indépendants s'il trouve un peu des longues focales. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y aura peut-être notamment des choses intéressantes sur le marché de l'occasion. Pardon Bruno, je t'interromps. Tu parles effectivement des hybrides. Myriam et Patrice nous ont parlé de leur équipement qui est plutôt réflexe. Est-ce que tous les deux, je rebondis sur ce que tu dis Bruno, vous avez déjà utilisé des hybrides et est-ce que c'est susceptible de vous intéresser? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Ouais, ils sont géniaux. Non, je les ai eus en prêt à multiples reprises. Moi, notamment les Z. Et ils sont exceptionnels. C'est vrai qu'au niveau poids, c'est quand même un beau confort. Après, il y a des choses que je pensais ne pas apprécier, notamment voir ce qui se passe réellement. Et en fait, j'ai adoré. Et je trouve que pédagogiquement, quand on essaye d'expliquer ou de comprendre la photographie, ça a véritablement son intérêt. Donc non, c'est des très, très beaux produits qui ont vraiment leur place à l'heure actuelle. Hein. Toi Patrice, t'avais l'air d'acquiescer aussi? Alors j'acquiesce, mais le truc, c'est que moi, jusqu'à maintenant, j'étais pas tout à fait convaincu par ce genre d'appareil. En plus, c'est vrai que c'est assez récent, notamment chez Canon, il y a le R5 qui vient de sortir, là, qui a l'air que j'aimerais bien essayer. Jusqu'à ce truc-là, le premier, là, le R, bon, j'ai pas eu des retours terribles, notamment pour la photo animalière. Donc là, je serais assez tenté d'essayer le R5 là pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Moi, je pense que ouais, c'est la visée directe là qui peut être un peu déroutante au départ. Je sais pas, j'ai pas encore testé. J'espère le faire assez vite, mais je pense que c'est quelque chose auquel on doit s'adapter assez facilement, quoi. Bruno, pour en revenir à la thématique principale qui est la photo animalière en France, dans nos contrées, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on pouvait éventuellement faire en cette saison. Est-ce que toi, avec ton magazine, vous avez des choses à proposer ou vous avez des dossiers un petit peu récurrents à cette saisonnalité? Qu'est-ce que tu pourrais, à quoi tu pourrais inviter les lecteurs? Ouais, c'est clair que c'est pas la saison optimale, mais on peut bosser toute l'année en animalier et en nature. Bon, là, on est en fin de période de brame, par exemple, pour les cervidés, les grands animaux. Il y a des choses à faire, le suivi des oiseaux hivernants. Et puis il y a des choses très simples qui sont, notamment en ce moment, la nature et certains animaux du jardin. Installer une mangeoire, ça peut paraître un peu simpliste, mais on peut avoir des espèces qui viennent sur les mangeoires, qui sont l'occasion de faire des photos intéressantes et en restant au chaud en plus, puisqu'on peut travailler de chez soi depuis une fenêtre. Donc il y a toujours des choses à faire. C'est le moment d'aller, quand on pourra sortir, sur des lieux comme des grands étangs ou en bord de mer pour chercher des oiseaux hivernants puisque on a nos migrateurs estivants sont partis, mais on a des hivernants qui vont descendre du Grand Nord, notamment si on a des coups de froid. Donc ce sont des choses à surveiller. Oui, il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Alors à suivre, les oiseaux hivernants, qui sont principalement donc des oiseaux, les limicoles, les petits oiseaux de rivage qu'on va surtout voir sur les rivages ou sur les grands lacs à l'intérieur des terres. Des espèces d'anatidés, c'est-à-dire des canards, des bernaches, des espèces qui sont essentiellement nordiques, comme les canards milouins, les milouinants, les garrots. C'est un peu exceptionnel, mais en cas d'hiver un peu rigoureux, on peut avoir ces espèces-là. On a certains passereaux qui habituellement sont plus au nord, vont descendre. Non, il y a des choses à suivre. Merci à toi Bruno. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le prochain magazine Imaginature? Le numéro qui va paraître là début décembre sera intéressant puisqu'il va être en plein dans le sujet qu'il évoquait tout à l'heure. On vient de tester ces fameux nouveaux hybrides Canon, puisque Canon a fait une annonce de nouveaux boîtiers, mais aussi justement dans ce domaine de super téléobjectifs 600 et 8 mm qui sont totalement bluffants. À ouverture 600... fixe f11 là. Voilà. Alors l'ouverture fixe f11, ça fait un peu peur à tout le monde, mais il faut savoir qu'on est bien dans un contexte où ils ont été spécifiquement calculés justement pour ces hybrides. Et moi qui regardais, je l'avoue, tout ça, un petit peu les hybrides, ces nouveaux objectifs, un peu avec condescendance, j'ai regardé dans le viseur, j'ai regardé dans les objectifs, j'ai fait des photos avec. J'ai beaucoup moins de condescendance. Je commence à avoir un petit peu d'inquiétude sur mon matériel actuel, quoi. Le saut technologique est impressionnant. Et pour revenir à la question que tu me posais tout à l'heure, pour des gens qui s'équipent entièrement, qui ne sont pas déjà équipés,
Je pense vraiment qu'il faut qu'ils regardent ça, hein. Là, il y a un saut technologique qui se traduit vraiment par des choses impressionnantes, hein. Un 600 mm qui travaille à fond, certes, mais qui permet d'avoir un autofocus et un autofocus de course, d'un poids ridicule, de faire 1 kilo, et puis d'un prix qui n'a plus rien à voir avec les super télés dont les gens rêvent, mais dont les banquiers, pour lesquels les banquiers ne signent pas, c'est ce que Encore vous ces disiez fameux tout à banquiers. l'heure. Voilà. Là, ça va faire bouger les choses, hein. C'est clair. Donc ça, on en parle dans le prochain numéro de décembre. Justement, on a testé ça. On est tous restés un petit peu dubitatifs quant à nos anciennes habitudes du réflexe. Voilà. Et puis, on vous parlera du Zipite barbu, de la marmotte. Et puis, en ce moment, vous avez un hors-série spécial sur les réserves en France, c'est-à-dire des endroits parfaits pour photographier la nature et la faune. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Bruno. À très bientôt. Ben, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bah voilà. On commence à avoir quelques pistes, quelques clés. Comment aborder la photo animalière, avec quel matériel, où aller, quoi photographier. Alors je vous propose peut-être pour terminer qu'on fasse un peu une sorte de making-of. Benjamin et moi, on a sélectionné l'une de vos photos et on aimerait bien que vous nous expliquiez comment vous l'avez réalisée. Alors Benjamin, je te laisse commencer. Myriam, j'ai sélectionné une photo de toi qui me semble assez caractéristique de ton travail. Qui est assez suggestive, un petit peu brumeuse, où on décèle une présence animale. Est-ce que tu peux nous la décrire, cette image ? C'est une des rares photos de ma photothèque où je suis partie un petit peu loin pour la faire parce que je l'ai faite en Écosse, celle-ci. C'est une photo que j'aurais pu réaliser ici sur les Préalpes ou dans le Jura un petit peu de la même façon. On distingue un cerf à droite, en bas, sur une colline dans la brume avec une forêt à l'arrière-plan. Et comme disait Patrice tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime énormément, replacer l'animal dans son environnement, tout simplement parce que je le trouve plus beau comme ça. Plus beau parce qu'on rentre vraiment dans son univers, on rentre vraiment dans son intimité. Et cette atmosphère brumeuse, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. C'est vraiment des moments où moi je me perds aussi et que j'aime énormément. Donc c'est une photo toute simple, hein. Au niveau technique, il y a rien de particulier, mais c'est vraiment un beau moment météo et une belle rencontre. Patrice, on passe à toi. Moi, j'ai choisi une photo d'oiseaux en vol, des flamants roses qui volent en formation sur un ciel bleu immaculé. J'imagine que cette image a été prise dans ta région en Camargue. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as réussi à faire cette photo-là ? Quel type de réglage tu as pu utiliser sur ton boîtier pour vraiment saisir cet instant très précis ? Ouais, ben alors moi pour le coup, donc je vais pas aller très loin, hein, puisque j'habite à une petite heure de la Camargue. Donc c'était une journée donc grand beau. En général, j'aime pas trop moi les conditions grand beau justement avec un grand ciel bleu, parce que je trouve ça ennuyeux. Je préfère quand même quand c'est un peu plus tourmenté. Mais là, bon, il y avait des conditions comme ça, donc on fait avec, hein, on peut pas changer les choses. Donc je trouvais intéressant le côté justement avec ce ciel bleu, ce qui était intéressant, c'était de faire ressortir le côté rose justement du flamand. Il y avait une complémentarité avec les couleurs que j'aimais bien. Après, au niveau de la prise de vue en elle-même, on utilise un téléobjectif parce que les animaux sont quand même assez loin. Et puis, on utilise une vitesse assez élevée pour figer le mouvement, puisque c'était des animaux qui sont en déplacement, donc c'est un sujet qui est mobile. Ça va pas très très vite, donc on n'a pas besoin d'avoir des vitesses non plus phénoménales, mais je dirais que le millième de seconde est la vitesse la plus adaptée pour figer le mouvement des oiseaux en vol. Ce type d'oiseau qui a un vol quand même assez lent. Je mets en général F8 pour avoir un petit peu de profondeur de champ, notamment quand il y a plusieurs oiseaux comme ça sur différents plans, histoire d'avoir un peu de profondeur de champ, de ne pas avoir qu'un flou un animal net et puis les autres flous. Et puis voilà, et puis après le mode rafale évidemment pour avoir plusieurs images de façon à pouvoir sélectionner après parmi ces images la meilleure avec la position des ailes, avec les oiseaux qui s'entrecoupent et tout ça, donc c'est pas mal d'en avoir plusieurs.
Et puis voilà. Et puis l'autofocus aussi. Donc chez Canon, c'est l'AI-Servo, là, c'est-à-dire l'autofocus prédictif, c'est-à-dire qui suit le mouvement, qui suit les déplacements. Chez Nikon, je crois que c'est le mode C. AFC, voilà. Donc, ça permet que l'autofocus suive les animaux. Et donc, on peut se focaliser plus sur le cadrage. Ok, merci. Alors moi, j'ai une dernière question à vous poser, une question un peu dérangeante, c'est la question qui tue. Alors, si vous deviez choisir un seul objectif jusqu'à la fin de votre existence, ce serait quoi? Un 150-600 mm? Ça, c'est une focale qui fait vraiment rêver les photographes animaliers. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Sigma et Tamron proposent ce genre d'objectif dans l'univers du réflexe. Ou alors, le Saint Graal, j'ai l'impression, pour un photographe animalier, une focale fixe 500 mm. Ouais, moi, le 500 Fresnel, là. Bah, c'est tranché, c'est clair. Ouais, voilà, au moins, on sait où on met les pieds. Et toi, Patrice, tu es aussi tranché sur la question? Ouais, moi, ce serait plutôt l'autre. Ça serait plutôt le zoom. J'ai eu un Sigma 150-600, là, le sport, pendant un moment, et avant de passer au 100-400 qui était plus léger. Mais je trouve que là, il y a une telle le range de focale, enfin, le fait d'avoir un 100-400, c'est quand même beaucoup plus pratique sur le terrain. Donc je dirais que si j'avais que ça à avoir, je préférais partir sur un 100-400. Après, j'adore les focales fixes aussi, hein, c'est au niveau rendu, c'est top, hein. Moi, le 500 là, c'est nickel. Mais avec un 500, je pense qu'à la longue, je serais un petit peu un peu réduit, quoi. Alors qu'avec le 100-400, je pense que je serais à même que ça corresponde à plus de situations. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Quelles sont vos actualités? J'ai cru comprendre que vous aviez des livres auto-édités à proposer. Alors, Myriam. Oui, j'ai Abracamera, qui est mon premier livre auto-édité, qui est disponible sur mon site internet à l'heure actuelle et qui est rouge aux couleurs de Noël. D'accord, donc c'est le cadeau idéal. Et toi, Patrice? Ben moi, j'ai toujours mon bouquin aussi sur les chevaux de Camargue. Alors, il est en noir et blanc, lui, par contre. il est moins coloré. Donc, ça s'appelle Camargue, les chevaux du Delta. Donc, ça regroupe une centaine d'images en noir et blanc. Après, je fais aussi des tirages, notamment sur toile canvas. Là, donc ça, il faut aller sur le site pour choisir les photos. Et puis sinon, je prépare aussi un workshop photo pour les chevaux de Camargue encore au mois d'avril 2021, si tout se passe bien. Voilà, donc ça c'est pareil. Il y a les infos sur le site de pixtera.fr. Benjamin, qu'est-ce qu'on retrouve dans le dernier numéro du Monde de la photo? Alors, il y a le dernier numéro, il y a aussi le guide d'achat qui est en kiosque à l'heure actuelle. Et donc, dans le numéro mensuel classique, vous pourrez trouver une prise en main assez complète du Nikon Z6 II, ainsi que les grandes nouveautés, les principales nouveautés de Lightroom édition 2020, et un test de DxO Photolab 4 avec un outil absolument redoutable pour combattre le bruit. Bon bah écoutez, merci à tous pour cette discussion très intéressante et les nombreux conseils que vous avez pu partager avec nous, Patrice et Myriam. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année et j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir de nouveau au micro de cette émission. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Les grands gagnants du tirage au sort de la semaine dernière sont Eric Kimmel, Christophe Lucie, Claire Laure et Marlène Brémond. Ils remportent tous les 4 un chèque cadeau de 100 € à valoir sur le site fox.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.